matin, bonjour, bonsoir tout le monde et bienvenue à ce 85e épisode des Sommeliers de la lutte. Ici Max Perriard pour un épisode qui sera un peu spécial. Parce que on va y aller. On a fait le retour dans les dernières semaines de toute la lutte qu'il y avait à écouter. Oui. Là, nous, on est dans un milieu de semaine, puis là, bon, on voulait pas vous laisser sans épisode. Fait on va faire un petit épisode qui est un regard dans le miroir arrière pour voir qu'est-ce qui s'est passé dans le passé. Fait que, tu sais, les pas tout écrit quand tu regardes dans ton miroir arrière, les choses paraissent des fois plus petites ou plus grosses que ce qu'elles le sont réellement. Effectivement. Nous, on va vous le dire, c'était-tu plus gros, pas bon, comment c'était à ce moment-là. Fait que petit épisode où on revient justement en arrière et on fait des petites chroniques. Je suis en compagnie de, comment dire, le reposé Pierre Gastonguay. Moi, je suis reposé. Ça va bien. J'ai un micro différent encore cette semaine parce que ma copine est partie enregistrer des affaires à quelque part. Fait que je sonne un peu différent, mais je sonne. Je suis quand même là au moins. Oui, moi, je suis pas trop fatigué. J'ai une bonne journée demain. Je fais de la figuration. C'est fucké travailler comme travailleur autonome parce que on a plein de contrats qui arrivent un peu comme ça, puis des fois, c'est pas exactement dans notre champ d'expertise qui est l'humour, qui est le stand-up, mais on fait il y a des appels qui peuvent être très payants. Donc, j'ai fait un self-tape pour avoir un petit rôle muet qui était quand même un bon contrat qui donnait quand même une bonne somme d'argent. Et pour une journée de tournage, donc c'était un genre de 3000$ pour ce rôle-là, que j'ai pas eu, malheureusement. Mais on m'a offert quand même faire de la figuration pour une modique somme de 350 pour la journée, qui est quand même un bon montant pour une journée complète quand tu es travailleur autonome. Donc demain, je serai dans un restaurant quelconque, que je n'ai pas le droit de dire, et je vais être en arrière en train de faire semblant de manger un aliment quelconque dans ce restaurant quelconque. Et que ça va ressembler à ça, malheureusement. Comment? As-tu écouté la chanson de Big Max sur justement la figuration? Parce que lui, Non, j'ai pas écouté. Écoute, je t'invite à aller l'écouter. Je vais aller C'est un écouter ça. vidéoclip récemment. Alors, Max Gervais des Picbois, qui fait beaucoup de figuration, justement. Et écoute, dans la chanson, il te parle pas mal de qu'est-ce qu'il faut faire. Fait que, Je vais aller manger sans manger, parler sans parler. C'est ça, essayer d'être le meilleur possible dans mon rôle. Et tout ça pour dire que demain, je ne pourrai pas jouer. J'ai commencé à jouer à Far Cry 6 il y a comme un an. Ouais. Un an, peut-être pas un an, peut-être 6 mois. Je me suis rendu au bout. J'ai fait un crise de bout. Je pense pas que je vais le compléter à 100%, parce que quand tu finis l'histoire, il y a comme une couche qui se rajoute par-dessus, mais c'est tout du stock que j'ai déjà fait. Anyways, peu importe. J'ai commencé Watch Dogs Legion, un jeu qui est sorti en 2022. Je sais pas encore si j'aime ça. Fait que, vu que je suis pas certain si j'aime ça, j'ai recommencé à jouer à Grand Theft Auto 5. Fait que là, je vais balancer entre les deux, juste pour être certain de me fucker dans mes contrôles quand je joue à un, quand je joue à l'autre. Fait que C'est ça. ça ressemble à ça, mon temps. Moi, je dors pas, mais c'est pour d'autres raisons que toi. Que toi, tu dors pas, là. Raison plus le fun, parce que moi Plus je fun. suis particulièrement, je sais pas si aux vidéos on le remarque, mais je suis très fatigué en ce moment. J'ai pas eu la meilleure des nuits de sommeil parce que c'est ça, être papa, il y a des jours où il y a des pics de croissance, puis un bébé, ça décide que rien n'est le fun ce jour-là. Il ne fait que pleurer, il fait juste demander à boire, puis quand il boit pas, il pleure pour reboire 15 minutes après. Fait que ça a été ça, moi, la nuit dernière. C'est ça le matin que j'ai vécu. Et là, c'est ça, un petit peu à bout. Fait que si jamais, là, vous me sentez un peu plus perdu que d'habitude, là, c'est juste le manque de sommeil. Et c'est ça. Je me suis tapé quand même un gourou qui est une boisson énergisante au Québec pour essayer de contrer ça, avoir un petit peu d'énergie. Mais c'est ça. Je pense que ça sera pas facile, cet épisode-là. On va le faire, on passe au travail. C'est ça. Pardonnez-moi, parce que c'est ça la vie, d'être parent. Fait que je prends quand même le temps de prendre 1 heure dans ma journée pour venir vous jaser de lutte et avoir un petit peu de recherche en amont pour ça. Yes, sir. La fatigue est là. Et vous, sinon, en as-tu des commentaires? Pierre? Oui, des beaux commentaires. Johnny Play qui nous dit super épisode comme d'habitude avec un petit emoji de feu. Merci pour ça, merci. Aussi, il nous remercie pour le commentaire qu'on a fait dans l'épisode passé pour son nouveau podcast qui est sorti. Allez voir ça, ça vaut vraiment la peine. Pour le segment et votre questionnement sur Cody et KO, pourquoi Cody n'est pas venu avant aider Kevin Owens. Oui, c'est ça, c'est moi qui étais fâché. Ouais, c'est ça, là.
Son take à lui, Johnny Play, c'est plus pourquoi Orton n'était pas là. La semaine passée, il a fallu pas être là pour son match et cette semaine, il vient pas l'aider. N'oubliez pas que Randy l'a pas mal regardé la ceinture de Cody. Bref, ça s'annonce pour être un bel automne et je suis quand même d'accord avec toi. Mais c'est vrai que c'est une autre bonne question quand même à se poser. Pourquoi Kevin a pris son temps et pourquoi Randy s'est juste pas pointé? C'est lui qui est supposé être un bon chum. Et Johnny qui dit aussi le petit rire de Yen de Tomatonga. C'était très spécial, en effet. Fait que, Ouais, on a aussi Ellie hein, qui disait ça. C'est la même image qu'elle a eue, elle aussi, quand elle l'a regardé pour la première fois. Exactement. Elle a vu les hyènes dans le Roi Lion. Fait que, écoute, je sais pas si c'est inspiré. Je sais pas si Sûrement, le gars est un sûrement. fan du Roi Lion, mais tabarouette que ça ressemble à ça. Très Fait drôle. que, écoute, ben, pour vrai, et qui continue. Tu sais, moi, c'est spécial, mais c'est vraiment différent. Fait que je pense que c'est juste qu'on n'est pas encore habitué, mais peut-être bien Ouais. maîtrisé. Ça va être le fun. Peut-être, Fait que, peut-être. Une couche de plus au personnage, j'imagine. exactement. Fait que, écoute, à voir. Puis, effectivement, j'ai l'impression, c'est une bonne analyse, Johnny, parce que Mhm, ça pourrait vraiment être intéressant qu'on commence, que Cody, dans son désir de battre enfin le Bloodline, mhm. commence à s'éloigner de ses alliés naturels, mettons, parce que Ouais, 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 Roman Reigns, ouais. c'est pas un allié naturel, et que ses alliés naturels, qui sont KO et Randy dans les derniers mois, décident que, hey, mon grand, Hey, on t'aime plus, puis pas Cloud, puis un c'est gros là, nous autres. beatdown, puis Ouais, j'aime ça. ouais, d'avoir un double turn, le turn de liquide, dans le fond, Orton et KO, Ouais, ça pourrait vraiment être intéressant, puis leur donner une run avec potentiellement les laisser pendant. Parce qu'on s'entend, Randy, il est plus à une étape de sa vie d'être en équipe, là. ouais, ouais, ouais. Même s'il sort quand même une fois de temps en temps des matchs solo, je pense que le rythme de travail est plus facile en équipe. Ouais. Fait que ça pourrait être intéressant d'avoir la version de cette équipe-là, mais méchante. Ouais, ça, puis avec un Randy méchant, puis avec un Cena qui vient faire sa dernière année, cette Mhm. chimie-là, ça peut être peut-être Exact. plus le fun, là, Randy qui va Ouais. sûrement Et faire le KO switch vers aussi. Raw. Ouais, KO exactement, là. avec Cena, je pense que c'est plus le fun On était d'avoir KO tranquillement en méchant. train d'installer les dernières feuds que Cena va vivre là, dans la Ouais. prochaine année, là. Ouais. J'espère, D'ailleurs, j'ai vu, j'espère. vu dans les dirt sheets, les nouvelles, que paraît Cena aurait terminé par sa petite liste de noms Oh, qu'il aurait oh, donné oh, à la oh. WWE. Fait que la WWE a en sa possession la shortlist de John Cena. Ah, Fait moi, que là, j'espère que c'est à Baron part... Corbin qui va être son dernier match. J'espère que c'est Baron Corbin. Écoute, si on voit Barry Corbin enchaîner les victoires les prochaines semaines, parce qu'on prépare la lampe de lancement pour mettre fin à la carrière de John Si. Cena. Mais non, mais sans blague, comme moi, ce que ça me dit dans le fond, Ouais. je sais qu'on parle pas beaucoup là, des rumeurs, mais à partir de maintenant, le plan commence à s'installer. Fait que regardez dans les prochaines semaines, prochains mois, quel angle ou quelle direction on prend pour certaines personnes, parce que ça peut Ouais. éventuellement nous amener vers qu'est-ce qui va se passer avec John Cena. Mhm. Donc, puis ça, c'est une bonne observation. Orton et KO, effectivement, ça peut être le fun de les avoir méchants contre 100%. un Cena qui risque d'être gentil. En même temps, on ne sait pas. Ils peuvent nous concocter des trucs extraordinaires. Ça m'étonnerait, mais à voir. Hey. Sinon, pour cet épisode-ci, ben, on va y aller avec plusieurs différentes chroniques, un peu pêle-mêle. Fait qu'on va essayer de revenir justement sur un peu plus notre côté historien de la lutte Ouh. pour revenir un peu dans le passé. Mais comme tout bon épisode, on va commencer avec la chronique de Pierre. Qui le fait mieux, Pierre? Qui le fait mieux au moment où on se parle cette nuit passée pendant que Maxime était dans les pleurs et pas ben, peut-être ses pleurs à lui aussi à un certain moment là, mais les pleurs les pleurs d'enfant dans ses bras qui a soif que faim qui sait pas trop ce qui se passe parce qu'elle comprend pas tout ce qui est autour Ouais. c'est quand même pour se mettre à la place de l'enfant c'est quand Ouais. même overwhelming. Fait qu'on on peut comprendre. Ben, tu sais, Euh, vivre, c'est différent que pas vivre. Hein? Fait que c'est bien des Ben, c'est ce qu'on nouveautés. dit. C'est ce qu'on dit quand même. Vivre, c'est Donne, différent que donne pas la vie à vivre. une roche, je suis sûr qu'elle pleurait deux, trois fois dans les Ouais, premiers. ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est certain, certain. C'est le documentaire Mr. McMahon qui est sorti sur Eh Netflix oui. cette nuit. Je me suis inspiré de ça pour faire mon Qui le fait mieux cette semaine. Et j'ai 3 options de documentaires sur la lutte pour vous. Donc, qui le fait mieux entre J'espère que Darkseid? c'est pas qui le fait mieux. Vince McMahon abuse de quelqu'un. C'est ça? Qui le fait mieux? Jack Grant. Ok, non. Qui le fait mieux? Documentaire sur la lutte, donc entre Dark Side of the Ring, Beyond the Math et Glow, The Story of the Gorgeous Ladies of Wrestling. D'après toi,
quel est le meilleur? Qui le fait mieux? J'imagine que tu as tous vu ces documentaires-là. Écoute, j'en ai. Beyond the Match, je pense que j'ai pas vu Beyond the C'est le Match. Je pourrais pas. classique là, qui est Je le sorti, sais que c'est classique. Puke. Je le sais, mais c'est ça, je pense que ça me manque. Fait que je pourrais pas me prononcer sur celui-là. Ah, Pour les deux autres, oui, je les ai vus. cool. Et entre les deux, écoute, je pense, je préfère Dark Side of the Ring Mhm. pour surtout le côté de un peu insider. Tu sais, on s'entend, Ouais, c'est produit par Chris Jericho. Et on sent que il y a vraiment une volonté d'aller derrière ce qui devrait pas être derrière le rideau. Là, tu sais. ouais, Fait je comprends. que, tous les trucs un peu cachés de la lutte. Et c'est également une belle dose de confiance que les différentes personnes qui participent on s'entend, chaque épisode est un peu différent, mais toutes les personnes qui participent ont quand même une ouverture quand même grande à l'intérieur de Dark Side of the Ring. Ouais, Puis pour un fan de lutte, je pense que c'est le truc le plus intéressant de savoir comme des fois, c'est juste des petites rumeurs qu'on entendait ici et là, ou même des trucs, c'est des trucs qu'on n'a jamais entendus, ouais. On qui creuse nous loin quand ramènent de même. l'avant. Mhm. Fait que, ouais, Dark Side of the Ring, c'est fou à quel point il y a des histoires louches dans le monde de la lutte. Et peut-être une version peut-être plus grand public ou sur une plateforme plus grande comme Netflix. Puis peut-être que le documentaire en tant que tel sur Vince McMahon va peut-être attirer l'œil de gens qui ne sont pas fans de lutte, mais vont être un peu fans de. Ce Parce que genre, au vrai, ça pourrait ouais. devenir une catégorie, on dirait. Mhm. Comme comme Les des true espèces crime, de. Ouais, comme des true crime, des podcasts, mais là, des trucs qui sont les true crime mais de la de la lutte. Là. lutte. Ouais. T'as des gens qui aiment zéro la lutte, mais qui aiment full ce type de contenu-là. Mais je pense que Parce que tabarouette, il y a du stock. les Dark Side of the Ring, même si t'es pas fan de lutte, il y a certains codes qu'il faut comprendre, mais qui sont quand même semi-expliqués. Je pense que ça s'écoute quand même bien. Je pense que ça s'écoute Et je bien. pense aussi, et c'est ça, je pense que le côté peut-être le B-roll de Dark Side of the Ring me gosse un petit peu, des fois. Ouais. Genre Mhm. les faux lutteurs qui font semblant. Tu sais. Je sais qu'on veut mettre quelque chose à l'écran pendant que quelqu'un parle avec une voix off, mais des fois, c'est peut-être juste le petit truc que j'aime un peu moins au niveau de la production parce que ça fait un peu cheapette. Ouais. Sinon, pour Glow, écoute, moi j'ai bien aimé ce documentaire-là Oui. aussi. Cependant, on dirait que j'ai préféré la fiction entourant Glow que le Moi aussi. documentaire. Moi aussi. Fait que Ouais. c'est pour ça que je le mets pas là. Et bien Beyond the ben écoute, moi je l'ai pas vu. Fait que si vous l'avez vu, peut-être que ça torche les deux autres. Je suis certain que Euh, tu l'as déjà vu, tu t'en souviens juste Ça pas. se Ça peut, ça sorti en se peut. 99 quand même, là. Ouais. Mais ça se pourrait, mais écoute, on dirait que j'ai tellement vu de trucs de lutte, mais écoute, je Mais sais pas. si t'as pas vu le documentaire, t'as vu assez de clips qui sont sortis du Ouais, documentaire, fort probablement. pas comme si tu l'as vu, là. Moi, de mon côté, ça va être Beyond the Mat parce que c'est un peu. Ok. Quand j'ai commencé à m'intéresser vraiment plus à tout ce qui est lutte, puis au monde, puis au-dessous de la lutte, t'écoutes ce documentaire-là, tu fais comme OK, les gens qui sont là-dedans sont vraiment crinqués, là, on va vraiment loin dans toutes les étapes à faire pour passer, pour pouvoir se rendre à la WWE, les différents paliers, tous Mhm. les gens qui sont un peu malhonnêtes en arrière de tout ça. On voit les dessous du match de Mick Foley puis The Rock là, Mick Foley est attaché avec les menottes puis il y a des Ouais. chaises dans la tête puis il est ouvert là, complètement dans la tête là, et tout ça. Fait que, moi, je vais aller avec Beyond the Mat parce que c'est un classique, mais oui, je suis tout d'accord avec tout ce que tu dis. Le Dark Side of the Ring, surtout la saison 1 et 2, ils ont été très loin, ils ont poussé très loin. Ouais. Je pense que justement, c'est le fait d'avoir poussé si loin qui a peut-être refroidi certaines personnes pour la saison 3 et la saison 4 pour faire comme, OK, ben là, si vous cherchez de la merde, je vais pas aller, moi, pitcher tout le monde en dessous du boss comme ça dans une entrevue. Là. Fait que je pense que ça a été plus difficile dans les dernières saisons de rendre ça un peu plus intéressant. Je pense que c'était plus hit or miss. C'est très bon, c'est plutôt moyen dans les Ouais. dernières saisons, mais c'est toujours quand même intéressant dans un certain point. Surtout des gros nerds comme nous sur la lutte. Là. On veut tout savoir, là, les histoires de lutteurs. Puis il y a bien des personnages là-dedans que moi je ne connaissais pas. De savoir toute l'histoire derrière, c'est super intéressant. Fait que Ouais. Quand même Beyond the rendu Mat pour moi, à. mais Dark Side of the Ring n'est pas loin, quand même. Ouais. Et quand même rendu à une cinquième saison hein, du côté de Dark Side Oh, OK. of the Ring. Fait qu'il y en a eu, il y en a du stock Il y en a du stock. Il y en a pas intense. tous. Et, Ouais. et là, là, puis aussi peut-être. Nous, on est au Canada, au Québec, donc tu Ouais. sais, on connaît peut-être un peu plus, mais si jamais vous êtes en Europe et vous avez jamais entendu parler de Dark Side of the Ring, c'était produit au Canada Oui. par, Les Ontariens. écoute, je pense que c'est Vice TV au départ. Ouais. Maintenant, c'est sur Crave Ouais. qu'ils le font.
Mais ouais, ça a comme commencé comme un espèce de petit projet Sur le indépendant. web, là, ouais. Genre, puis là, par la suite, tu sais, ça a vraiment décollé parce que écoute, c'est ultra intéressant. Si tu connais. Ouais. Moi, je suis certain que quelqu'un qui ne connaît pas la lutte peut vraiment, vraiment apprécier cette série-là. Mhm. Puis à voir si Vince McMahon, le documentaire sur sa vie sur Netflix, va rentrer éventuellement dans cette vision-là des bons documentaires sur la lutte. On s'entend, c'est le personnage principal des 40 dernières années de Ben la oui. lutte. Fait que, Ben oui. je pense que c'était un incontournable d'avoir un documentaire. Puis dans les derniers jours, dans la semaine, là, on sent qu'il est très stressé de la diffusion Mhm. de tout ça. Fait Mhm. que, inquiétez-vous pas, on va le regarder. On se laisse un peu de temps. Mais on va vous revenir dans les prochains épisodes sur C'est vrai. notre critique complète. Et si peut-être que ça sera par épisode, si jamais. Mais là, de ce que j'entends, Pierre, la première chose que tu as vue, c'est bien des choses qu'on a déjà entendues. Fait que je Ouais, pense moi, je qu'on va suis rendu au peut-être plus milieu y du aller troisième global. épisode, puis c'est très redondant pour des fans de lutte. Ça a vraiment été OK. écrit pour des gens qui ne suivent pas la lutte activement, qui l'ont peut-être suivi ou qui ne le suivent pas du tout, qui n'ont aucune idée de cet Ouais. univers-là. Fait qu'il y a certains basics qui sont expliqués. T'sais, on part du début, toute l'histoire qu'on connaît déjà. Je suis rendu au Monday Night Wars. J'ai rien appris de nouveau jusqu'à présent. Parfait. Fait que ça reste à voir. C'est comme on disait, je pense qu'il y a 2 épisodes, ou peut-être le dernier et l'avant-dernier épisode va être intéressant pour des fans de lutte, puisqu'il va y avoir plusieurs choses qui vont être révélées peut-être. J'espère qu'il va y avoir un plot twist un moment donné pour Ouais. les fans de lutte. J'ose Ouais. croire. Fait que, à voir, mais c'est un petit preview de éventuellement critique des deux. Moi, de mon côté, zéro vu, fait que je pourrais vous donner mon take plus frais lorsque j'aurai regardé tout ça. Yeah. Et vous, dites-nous-le dans les commentaires quel documentaire vous avez préféré. Peut-être que c'est quelque chose aussi qu'on n'a pas vu. Tu sais, je sais qu'il y a un documentaire qui a été fait également sur la lutte indépendante au Québec, pour Oui. les femmes sur la lutte indépendante au Québec. Mhm. Quelques beaux petits trucs qui Même existent. Fait que, je pense que c'est juste Wrestler qui a sorti sur la FCW, qui a sorti là, l'année passée, là, super intéressant aussi, où on suit un peu là, toute cette gang de lutteurs-là en devenir, ben, qui sont des lutteurs, mais je veux dire, qui essayent de percer le marché. Tout ça. ouais. Fait que, très intéressant. Oui, vraiment. Ensuite, prochaine chronique, ça va être une chronique critique cinéma Oh! parce que je me suis, je veux dire tapé, hein, parce que c'était pas, petit spoiler, mais c'était pas le meilleur film au Oh! monde. Oh! J'ai vu le Oh! film Jackpot avec John Cena. Uh-huh. Donc, écoute, c'est un film, en fait, ben, il y a, le personnage principal, c'était Aquafina, qui était une actrice d'origine asiatique. Mhm. Et écoute, je pense le synopsis du film est presque plus intéressant que le film en tant que tel. L'exécution du film, là, t'es OK. comme moi. OK, je comprends, ouais. Fait que c'est vraiment un genre de film d'action, comédie, un peu comme. Ouais. Tu sais, la logique, tu te fies pas à la logique. Là. T'es comme. Tu tournes ton cerveau à off, t'es OK. comme, j'écoute ça. Puis même Un en feel-good te tournant movie. à off, t'es comme, bah, c'est pas si bon que ça. Et ça n'ont pas de temps incroyable. OK. Euh, bon, c'est le style du film, ça c'est quand même intéressant. On est comme dans un espèce d'avenir rapproché dystopique où l'économie va très mal. Fait que, bon, une Ah, suite de ce qui se passe en ce moment. ouais. Et on est en 2030 et depuis quelques années, en Californie, ils ont décidé de faire une loterie où n'importe qui peut participer et que Mhm. le gagnant ou la gagnante de cette loterie-là, ben, lorsqu'elle gagne, elle doit survivre une journée parce que légalement, dans les lois de l'État, on permet aux gens de tuer la personne qui a gagné la loterie et la personne qui va tuer la personne qui a gagné la loterie remporte la loterie. Fait que tu deviens comme une cible pendant comme 8 heures et tout le monde essaie de te tuer parce que si tu réussis à te tuer, ben, tu vas gagner. Tu vas remporter les gains que la personne aurait fait si elle avait survécu. Et si elle survit, ben, elle remporte les gains. Fait que ça, c'est Wow. l'espèce de synopsis. Bon, évidemment, avec un truc comme ça, il y a comme une économie de la loterie qui vient se mettre en branle. Fait que là, tu as Mhm. comme des compagnies qui sont genre, hey, si vous gagnez à la loterie en échange de genre 30% de vos gains, on vous protège, puis genre, on vous donne des Ah, OK. bodyguards, tout Je ça. comprends, ouais, ouais. Fait que c'est ça. Fait que là, le film, ça l'installe un peu ce monde-là où tout le monde est pauvre, puis tout le monde est comme en arrache avec l'argent. Ouais. Et on suit, ça s'appelle Katie Kim, qui est la personnage qui vient en Californie pour tenter de percer le monde du acting. Et Ah, ça existe encore quand même, même si ça existe l'économie est. encore. Fait OK. que, elle vient, pendant quelques années, elle n'a pas pu faire ça.
parce elle s'occupait de sa maman qui était malade. Ça, c'est vraiment genre le backstory parce Mhm. que on s'en fout un peu là, de tout ça. C'est juste pour expliquer pourquoi elle réarrive. Et Ok, ouais. on sait pas trop pourquoi, on voit pas la scène, on voit rien, mais on sait que quand elle était un enfant, elle était la vedette d'une pub genre de spaghettis en canne. Ah, Elle a comme un passé d'acteur d'enfance. Et ok. là, elle a mis ça de côté pendant un bout. Et on s'entend, on creuse pas très loin dans le Ouais, ouais, backstory ouais, des ouais. personnages. Là. On dit ça pendant une phrase, puis ensuite on passe à On d'autres pense choses. à autre chose, puis that's it. Ok, ok. Exact. Fait que là, ce personnage-là, ben, ça, il vient faire genre des auditions, des trucs comme ça. Et là, bon, évidemment, quelques petites scènes où elle est pauvre, tout ça. Puis là, le Airbnb qu'elle loue, c'est de la merde, puis plein de trucs arrivent. Des blagues de caca classiques. Et Yeah. là, elle emprunte le linge de la personne avec qui elle habite chez l'Airbnb. Et là, dans le linge, il y a un billet de loterie. Elle gagne. Et elle gagne pas, mais c'est elle qui prend le truc un peu par erreur. Parce que ça prend tes entrées de Ah, mais publicité. quel quiproquo. Exact. Et là, elle remporte finalement la loterie. Fait que là, sa photo est distribuée partout dans la ville, dans l'État, et tout le monde veut la tuer. Fait que là, au début, elle comprend pas. Et là, qui arrive pas? Monsieur John Cena, Yes. qui justement vient offrir ses services en échange de 10% des gains. Ah, Il quand va la même. protéger. Fait que le personnage de John Cena s'appelle Noel, et c'est ça, lui, il fait ça parce que c'est un bon gars. Oui, oui. Il fait pas ça pour l'argent, il fait ça pour rien. Puis elle, même, dès le départ, elle dit non, moi, je veux juste m'en aller, puis genre, même pas avoir l'argent. Fait que si tu quittes l'État pendant ces heures-là, t'as pas l'argent, et John accepte de comme, la faire sortir de l'État, bref. Ok. Fait que ça l'enchaîne, les scènes un peu absurdes d'action, hein, avec des batailles, puis bref. C'est pas le truc le plus, le plus bien construit, mais les scènes d'action sont pas les meilleures non plus. Ok. L'humour est correct. Bon, en C'est plus. beaucoup d'improvisation, j'ai l'impression. Là. Ok. Fait que les répliques, c'est les acteurs qui improvisent puis qui on garde la meilleure take, Qui, genre. des fois, peut être le fun, peut être pertinent, mais si on en met trop, j'ai C'est l'impression ça. qu'on peut se perdre là-dedans. Là. Ouais. Fait qu'il y a beaucoup d'absurdité Mhm. dans les phrases dites, dans les takes dites. Puis c'est ça. C'est pas. Écoute, sur 10 je vais y aller avec un, je pense, 3 sur Oh, 10. tabarnak. Ok. Fait que ça vaut pas la peine. Ça vaut vraiment pas le 1h06 Ah, c'est de juste une ce heure film. 6. Ben, c'est comme, ouais, la longueur d'une série maintenant. Pas d'une série, mais d'un épisode d'une série. Là, le Game of Thrones. C'est ça. Fait que ça vaut pas ça. Écoute, c'est pas le truc le mieux attaché. Sina là-dedans, il est correct, mais tu sais, il fait ce qu'il peut là, avec Oui, le oui, oui, scénario oui, qu'on lui j'imagine. donne, là, ou le pas de scénario qu'on lui donne aussi. Euh, ouais, tu sais, il y a comme des. Il y a aucun moment que j'ai fait Ah, ça, c'est vraiment une bonne idée. Là. Ok. J'ai comme tout À le ce temps fait point-là. Même si, c'est ça, comme tu disais, initialement, l'histoire pourrait être vraiment intéressante. Ça pourrait vraiment être Ben, un ouais, bon film. c'est comme une version, mettons, tu sais, la purge, mais genre version Ouais. loterie, là, tu sais. Fait que Ouais, ouais. c'est comme une J'ai version l'impression. comédie un peu de la purge. Puis, la fin, après le générique, mettons, là, il laisse entrevoir comme s'il allait avoir des suites, là, tu sais. Fait que, Oui, ben oui, je sais pas si c'est c'est quand tout comme une porte ouverte, un. là. Ouais, je sais pas si. En tout cas, j'espère que non, mais c'est le genre de film qui pourrait peut-être être un truc qu'on fait à chaque 2 ans, là, pour. Qui va direct à Dans une télé, nouvelle puis. ville Ouais, avec ouais, d'autres ouais. personnages, puis Mhm. genre. Un Mais ouais, American Pie, mais qui a plein de versions différentes. c'est ça. Pas le meilleur Fait exemple, que mais en tout cas. ouais, ouais. Non, mais quelque chose comme ça. C'est Ouais. vraiment. C'est ça. J'ai vraiment pas apprécié. Fait que perdez pas un peu votre temps avec ça. Fait que je vous le dis là. Fait que petite critique pour vous dire de ne pas l'écouter le film au complet parce que c'est pas très bon. Et mettons, si je compare à Ricky Still Nicky, qui était aussi Ouais. niaiseux, mais je trouvais que c'était plus drôle, plus. Les gags étaient meilleurs. Puis John Cena aussi, on dirait le personnage qu'il jouait était vraiment supérieur à ça Mhm. que dans ce film-là où c'était un petit peu garoché, puis sans l'improvisation tout le long du film. Puis on a juste rabouté les différents trucs. Ouais, Puis ouais, ouais. il y a vraiment beaucoup de raccourcis aussi scénaristiques que t'es juste comme. Et il Pour vrai. réapparaît là parce qu'il réapparaît là, puis l'autre scène, il était pas là, puis Ben, ma un soeur est heure, tu sais, sortie quand justement, même. avec les séries maintenant qui sont allongées, puis c'est long, des 18 épisodes d'une heure. Il y en a du temps à remplir, là. 1 heure pour un film, 1h03 pour un film, c'est pas très long. Là. Fait que j'ai l'impression qu'on est tellement habitué maintenant d'avoir des longueurs, puis que tout est bâti, puis on prend le temps de tout bien expliquer que justement, on est comme plus. On n'a plus pas les outils, mais c'est plus tough de juste
aller directement là-dedans quand on a l'habitude de tout se faire expliquer dans des séries. Fait qu'il y a peut-être ça aussi. Peut-être que le principe ou l'idée pour être mis justement dans une série aurait peut-être plus le temps d'expliquer un peu tout, puis chaque épisode est bien divisé avec un début, une intrigue, une fin dans cet univers-là. Qui sait? Mais Écoute, on qui pourrait sait, déménager nous mais autres non. aussi à Los Angeles pour essayer de faire quelque chose de mieux avec ce concept-là. On pourrait faire ça, hein? Ouais. Ben, en tout cas, à voir. Mais dans tous les cas, c'était Mais pas. Ça n'a pas été, je pense, non plus un succès au box-office. Puis non. la critique non plus. Pas beaucoup apprécié. Fait que je suis d'accord avec tous ces gens-là. Des fois, tu sais, des fois, t'as des films niaiseux que t'es quand même capable de trouver ton fun dedans. Oui, oui, mais Puis, pas ça. non, pas ça. Fait que, elle est pas là. Elle est pas là. Elle Elle est est pas pas là. là. Prochaine chronique. On y va avec un peu plus une chronique biographie. Oui. Parce qu'on a notre ami LA Knight qui, après beaucoup de trucs tumultueux dans sa carrière, Oui. beaucoup Oh, de yes, oui. décès, des nombreuses années. Ça fait quand même longtemps qu'il fait de la lutte. Euh, il a réussi enfin à mettre la main sur un titre de la compagnie, Finalement. de la WWE, importante. Finalement. LA Knight a réussi à mettre la ceinture sur le US Championship Yes. et je crois qu'il est un bon champion Je pense présentement. que, je pense que oui. Puis je pense que c'est un peu ça l'histoire de sa carrière au complet, là. Il était si proche, mais ne réussissait jamais à être le champion qu'il Ouais. méritait. Fait que je fais un peu le survol de la carrière. Ouais. Il n'y a pas Et puis beaucoup je de pense que je choses. connais pas beaucoup son début, fait que j'ai vraiment hâte de voir par où ça a commencé, Écoute, puis toutes les embûches qu'il y a eu. ça commence, c'est très une carrière assez normale pour commencer, un peu comme beaucoup de lutteurs, mais il n'y a pas beaucoup d'informations sur la vie personnelle de LA Ok. Knight. Là. Il est très discret de ce côté-là. Euh, tu sais, parce que j'ai l'impression que toute la majorité de sa vie tourne vraiment autour de la lutte. C'est vraiment. Il s'est toujours concentré là-dessus. Il a tout mis ses C'est un œufs. passionné, mais que Un ça a pris vrai. du temps avant que ça décolle, là, tu sais. Exactement. LA Knight, de son vrai nom, Sean Edward Riker. Fait qu'on peut. Je vais souvent nommer Riker parce que c'est ça, c'est le même qu'on le nommait dans la majorité des phrases que j'ai trouvées de lui où on raconte son histoire. Il a lutté sur plusieurs noms, dont Deuce, Dick Rick, Dick Rick Lakis, El Hijo de Trump. On va savoir pourquoi. OK. Tout simplement Sean Riker parce que c'est son nom. Slate Randall, c'était à NXT en 2013. Eli Drake à partir de TNA en 2015 est le nom sur lequel on Ouais. le connaît un peu plus avant qu'il Ouais. devienne LA Knight. Et on se souvient malheureusement de Max Dupree aussi, un des multiples noms qu'il a eu à la Ouais. WWE. Donc, il est né à Hagerstown, dans le Maryland. Fait que c'est un gars du nord-est des États-Unis. Fait que pas loin de où on est, là, le 1er novembre 82. Il y a deux frères et une sœur qui sont plus âgés. Il a commencé à regarder la lutte professionnelle à l'âge de 3 ans, comme ben des lutteurs. Ça a été quelque chose de très fort dans son enfance. Il a vraiment moulé la personne qu'il est. Diplômé de la North Hagerstown High School, il a fréquenté le West Virginia University, mais a abandonné ses études en milieu de sa deuxième année en raison de problèmes financiers. Il est ensuite retourné à Hagerstown avant de s'engager pleinement dans une carrière dans la lutte. Fait que rien de majeur, rien de qui frappe vraiment son enfance, une enfance un peu normale en Amérique pour vraiment finir par faire comme hey, je vais être lutteur, j'aime la lutte, m'aller le faire. Il a vraiment soutenu ses efforts dans la lutte, toutes ses offres dans le même panier, comme je disais. Mais ça a été long, mais ça aurait été payant en bout de ligne pour monsieur LA Knight. Il y a un beau parallèle à faire avec notre milieu, hein, celui des arts, celui de l'humour au Québec. Là, certains vont percer un peu plus vieux. C'est pas par manque de talent ou d'opportunité, mais des fois, même en fait, souvent, il faut juste avoir un peu de chance de son bord pour Ah oui. réussir à réussir. Fait que il y a un beau parallèle à faire entre ce que Ellen Knight a vécu de toute sa carrière et quand même beaucoup d'humoristes ou artistes dans le monde des arts au Québec. Fait que, il y a beaucoup de talent, mais beaucoup d'appelés, peu d'élus. Donc, Vraiment. ça arrive Puis c'est pas même dans le toujours monde de le la lutte. Là. travail Non, qui c'est ça. rend justice aux gens qui percent. Mm. Ouais, je suis assez d'accord. La chance en est pour beaucoup. Évidemment, Je quand le pense que train passe, il faut sauter. exact. Le très grand talent, des fois, peut remonter toujours. Mais Oui. mais ouais. Tu sais, quand on parle de, mettons, l'échelon en dessous du très grand talent,
c'est vraiment une boîte à surprise remplie de chance et de. Oh que oui. T'étais au bon endroit, au bon moment, Parce qu'il y probablement. a beaucoup de monde qui monte à un certain échelon, puis là maintenant, c'est qui va être capable d'avoir l'opportunité pour popper, mais si c'est pas un, ça va être un autre, fait que rendu Ouais. là, qui Puis, est puis capable des fois, c'est ça, d'exploser. tu sais, t'étais juste mal placé sur la carte. Ouais, Si je compare à de la lutte, tu sais, t'étais le troisième match, puis finalement, la personne importante est arrivée en retard au quatrième match, elle t'a pas vu. Ou ouais, inversement, elle est partie après le deuxième, elle t'a pas vu. Ça voilà. arrive aussi dans le monde de l'humour. T'es juste comme, hey, si j'étais passé premier à la place de peut-être passer quatrième, la Mhm. bonne personne m'aurait vu, puis à la place, ben, ça a pris 5 ans avant qu'elle me voie. Fait Voilà. que des fois, c'est vraiment le hasard de la vie qui fait les choses. Complètement. Et c'est un peu ça qui a été aussi, là, qui est arrivé avec LA Knight, là. Il a déménagé à Cincinnati, puis a commencé à s'entraîner à l'âge de 20 ans, qui est quand même pas vieux, mais qui est quand même pas jeune non plus. La majorité des lutteurs vont commencer à s'entraîner tout de suite à 13, 14, 15, 16 ans parce que il y a la fougue, il a toujours aimé ça, toujours voulu, mais il a commencé seulement à s'entraîner à l'âge de 20 ans. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'il a déjà une certaine maturité. Ça me fait rire parce que ça dit qu'il a commencé à s'entraîner à l'âge de 20 ans, le 17 mars 2003. C'est très précis comme date. Je sais pas pourquoi c'est si précis, là. Peut-être que lui, il l'a nommé un moment donné dans une entrevue, puis ça a été noté. Subvenant à ses besoins en travaillant dans une scierie et un restaurant, il a commencé à travailler régulièrement pour le Heartland Wrestling Association, la HWA, plus tard cette année-là, sous le nom de Deuce. Peut-être un fan de Rob Schneider, puis c'est ça, il y a 12 Bigelow, un fan de ses films de Rob Schneider, peut-être une petite influence là, qui sait. En 2004, fin 2004, au mois de novembre, 12 a remporté le championnat de télévision de la HWA et il a perdu le 5 janvier 2005. Un règne de 3 mois après seulement un an dans le monde de la lutte, c'est quand même impressionnant, ou dans une fed sûrement très locale. Ça reste que c'est le fun de voir que il y a sûrement quelque chose de naturel déjà à cet âge-là. Euh, En 2010, donc quand même quelques années plus tard, en décembre, Riker commence à travailler pour la NWA, la NWA qui va toujours être présent dans sa carrière. Dans ce temps-là, il y avait le Championship Wrestling from Hollywood qui est associé avec la NWA. Il commence à lutter en équipe avec Brian Cage et forme l'équipe de Natural Selection et remporte la NWA, oui, Heritage Tag Team Championship après avoir détenu les titres pendant plus de 200 jours de Natural Selection. Le perd face à The Tribe quand Cage a manqué l'événement, puis ça est devenu un match handicap. C'est comme ça qu'ils ont perdu les titres. Fait que tu devineras que après ça, il y a eu une feud entre Cage et Riker ou 12 à ce moment-là. Fait que c'est une rivalité qui a quand même duré sur plusieurs mois, puis qui a fini en 2012. Fait que ça a été quand même un bon moment où il a lutté avec Brian Cage, qui à ce moment-là aussi était là, plus petit et moins découpé à ce moment-là. Fait que ça commence fort pour LA Knight, puis à partir de là, il y a comme de la misère à retourner comme champion. En décembre 2022, Riker défie sans succès Adam Pearce pour le NWA World Heavyweight Championship. Là, il va le gagner plus tard dans l'année quand même. Ce qui est pertinent dans l'histoire, c'est que Riker perd le championnat contre Scorpio Sky plus tard dans un Loser Leave Hollywood match. Il a fallu qu'il quitte à ce moment-là. Mais pourquoi on l'a écrit comme ça? Pourquoi est-ce qu'il a quitté? Pourquoi est-ce que le premier grand champion, le premier grand titre qui gagne, pour qu'il perde tout de suite contre Scorpio Sky? Mais c'est parce qu'il a signé en 2013 pour la WWE, donc il savait que ça s'en venait. Riker était l'un des nombreux lutteurs indépendants à subir des tests médicaux nécessaires pour être signé avec la WWE à ce moment-là. Donc, avant de se présenter au Performance Center, il fallait passer ces tests-là. Il était en processus de faire tout ça. Lui qui avait déjà fait quand même des apparitions sporadiques à la WWE au fil des ans. Il a fait équipe avec Jonathan Good dans une défaite contre Big Show dans un dark match en mai 2006. A fait équipe avec Gene Snitsky dans une défaite contre JTG et Chad Gaspar dans un événement de la ECW et a joué en garde de sécurité pendant un segment à CM Punk et Kevin Nash à Raw en 2011. Je pense que tout le monde a l'image de lui dans le ring en arrière je pense que CM Punk à ce moment-là. Fait qu'après avoir signé à la WWE, Riker a reçu le nom de Slate Randall et a fait ses débuts en battant Yoshi Tetsu dans un dark match lors d'un enregistrement d'NXT en octobre 2013.
après cette victoire, il a continué en tant que talent. Là, dans le temps que NXT là, était vraiment un genre d'émission où il y avait des jeunes qui étaient sous la tutelle de plus vieux et qui a comme continué là-dedans. Il s'est battu et a perdu contre des noms comme Baron Corbin et Mojo Rawley qui, eux, ont eu quand même une bonne progression à ce moment-là. Il a été libéré malheureusement de la WWE le 1er août 2014 et il a été poussé vers la sortie selon ses propres termes en raison de désaccords avec la direction de la WWE. Fait que c'est lui-même qui a fait comme non, moi je suis pas d'accord avec ce qui se passe ici, je m'en vais. Les principaux problèmes concernant Bill DeMott, qui a été l'entraîneur principal, qui était l'entraîneur principal lui à l'époque. DeMott qui ensuite a été renvoyé de la WWE après des allégations d'abus et de pratiques Ouais. d'entraînement dangereuses. Ouais, il n'était pas le plus gentil, Monsieur Demotte, de ce qu'on peut lire dans les Ouais, dirt ce qui est sheets. malheureux, c'est que Knight n'était pas d'accord. Il est parti dans ses propres termes. Puis une couple de mois après, on renvoie la personne que Knight accusait. Fait que il y a Ouais, comme ce côté-là qui est un peu plate avec ouais. ça, mais Mais en même tant temps, mieux c'est si ça qui fait c'est. bouger les aiguilles des Ben, fois. T'es comme, il a fallu que je fasse ce move-là pour que d'autres ouais, choses se passent. c'est ça, Je exactement. pense que l'impact le plus grand qu'on a eu d'exemples comme ça, c'est CM Punk décide de quitter Ouais. après le Royal Rumble, qui a Mhm. été qui a été désastreux là, pour la WWE. Et ça a permis à ce que Daniel Bryan à l'époque, se rende jusqu'au main event Exactement. et qui arrive à un des meilleurs shows ever. Ben Fait oui. que oui, c'est pas Punk qui a comme contribué à. Ben, Ben, la personne qui. Mais s'il n'avait pas quitté, ça n'aurait pas ouvert tout le c'est ça. reste. Fait que des Exactement. On fois. ouvre des portes où on tombe en mode faut régler ce problème-là, puis on finit par trouver mieux finalement. T'sais. Exact. Fait Et même que, si c'est un peu injuste dans cette période-là, oui. ben, la vie, des fois, ça te prend. Ouais. Elle va t'ordonner les choses 5, 6, 7 ans plus tard. Puis on le voit avec Monsieur Knight qui est revenu Ben beaucoup plus oui, tard. exactement. Fait que, il retourne dans le circuit indépendant après la sortie de la WWE. Il revient sous le nom de Eli Drake et c'est là qu'il Et a trouvé oui. son slogan Eli Drake. Like Yeah! Drake. Parce que vous pensez que LA Knight c'était ça. Non, non, non. Il faisait ça aussi sur les indépendants sous le nom de Eli Drake, cette gimmick-là. Il a été aussi signé avec la TNA Impact Wrestling de 2015 à 2019, un gros 4 ans. Ça s'est pas très bien terminé avec les autres non plus. Le 15 juillet 2015, quand il a commencé, lors de l'épisode d'Impact Wrestling, Drake devient heel dès le début. Lorsqu'il coûte à Drew Galloway un match contre le champion du monde des poids lourds de la TNA, EC3, à No Surrender le 5 août. Drake bat Galloway dans ce qui évidemment est devenu une feud parce que la lutte. Le 16 août, à Turning Point, Drake est battu par Galloway dans un match sans disqualification. Donc, il est encore sur le mauvais côté des wins, d'être gagnant, mais il est arrivé comme méchant. C'est un peu normal à ce moment-là qu'ils ne sont pas gagnants de cette feud-là. Dans l'épisode du 4 mai 2016, donc ça fait presque un an maintenant qu'il est avec la TNA, Drake perd contre Alberto El Patron, échoue à un prétendant titre pour le Global Championship lors de l'épisode d'Impact Wrestling du 1er juin. Drake échoue encore pour emporter l'Impact Grand Championship. Il y avait beaucoup trop de ceintures à ce moment-là là, à Impact là, contre Moose, qui était le petit jeune Moose qui débutait à ce moment-là. Ben, débutait, ça faisait quelques années qu'il était là, mais qui n'était pas le grand Moose comme on le connaît présentement. À Slammiversary de cette année-là, 2016, le 2 juillet, Drake et Adonis perdent contre Moose et D'Angelo Williams. D'Angelo que vous connaissez maintenant à NXT. Donc, plein de visages qu'on connaît qui étaient là à la TNA dans ce temps-là. Février 2019, un match est organisé entre Drake et Tessa Blanchard. Et là que ça devient intéressant. Ça a été cependant refusé. En fait, Drake a refusé de participer à ce match et critique la lutte mixte. Il trouve bizarre. Et est remplacé dans le match par Joey Ryan, qui n'était pas une bonne décision maintenant quand on se rend compte de ce que Joey Ryan a fait. Anyways, après ses commentaires ainsi que ses déclarations désobligeantes concernant sa réservation, donc le fait qu'on l'a tassé pas juste de ce match-là, mais qu'on l'a tassé complètement d'Impact à ce moment-là parce qu'on l'a pas vu pendant les prochains 6 mois. Drake a été congédié par courriel, mettant fin à ses 4 années de contrat avec la Et là promotion. là. Ouais. Suite à cela, Impact a essayé de l'enfermer dans une clause de non-concurrence en raison d'une rupture de contrat.
mais le 4 juin, Drake a publié une déclaration parlant positivement de son temps à Impact et annoncé qu'il était désormais un agent libre. Fait que même s'il est parti sous des termes un peu bizarres, il a quand même parti en laissant un bon mot sur la compagnie. Fait que même si il était contre les matchs mix. Il n'est pas parti avec un goût amer, puis peut-être parti en bon terme, je ne sais pas, mais de son côté, il ne voulait pas laisser une mauvaise impression. Et c'est à ce moment-là qu'il retourne à la NWA et qu'il réussit vraiment à grandir le nom de Eli Drake, qui apparaît vraiment à la télé plus souvent qu'autrement. Il est même partenaire mystère, ben, pas partenaire mystère à ce moment-là quand c'est révélé, là, mais on annonçait un partenaire mystère avec Nick Aldis pour que soit un contrat exclusif de la National Wrestling Alliance, la NWA. Et il y a, en fait, on annonçait un partenaire mystère avec Nick Aldis qui était à ce moment-là la tête d'affiche, qui était la personne de la NWA, qui était au top de la carte. Et c'est lui qui est apparu là. Fait que, on se rendait compte du potentiel de Eli Drake à ce moment-là. Là. On l'a apporté comme un gros joueur dans la NWA. Fait que, on voyait qu'il y avait un aura, on voyait qu'il y avait quelque chose quand même derrière ce lutteur-là. Fait que c'est le fun quand même de voir le potentiel. Puis finalement, avec ce qu'on connaît maintenant, ben, le potentiel était vrai. Le 24 janvier 2020, à Hard Time de la NWA toujours, Drake et James Storm battent les Rock'n'Roll Express. Ricky Morton et Robert Gibson, oui, qui luttaient encore en 2020 pour gagner le titre de la NWA, titre par équipe de la NWA. Le 10 novembre, Drake et Storm perdent les titres, malheureusement. Et un règne qui aurait été quand même presque un an, là, quand même, presque 8 mois, non, plus que ça, 10 mois à ce moment-là, comme règne, fait que tant mieux. Et le 14 février 2021, il est annoncé que Riker a discrètement été libéré par la NWA. Parce que qu'est-ce qui se passe en 2021, un peu comme il s'est passé il y a de cela presque une dizaine d'années, le 14 février, la même journée où on annonce que Eli Drake a été libéré par la NWA, on annonce qu'il a été signé par la WWE à NXT TakeOver Vengeance Day. Plus tard dans la même soirée, en fait, il fait ses débuts en tant que heel sous le nouveau nom de LA Knight et a été révélé plus tard que malgré l'intérêt de la WWE à le re-signer après sa libération initiale avec, dans le temps, là, en 2014, quand il a quitté, il n'a jamais arrêté d'avoir des négociations. Donc, tout le temps où il était avec Impact, tout le temps où il a été avec la NWA, il a toujours été en contact avec la WWE pour éventuellement signer. Des négociations, c'est peut-être il y a un coup de téléphone à chaque 4 mois ou à chaque 6 mois. Là. Je pense pas que c'est des courriels qui s'envoient à chaque jour, mais ça reste que il y a toujours eu une porte ouverte, puis il y a toujours eu un contact entre les deux parties. Fait que c'est là que tu vois qu'il il y a vraiment quelque chose là, puis il y a vraiment de l'intérêt de la part de la WWE. Et c'est un coup de téléphone avec Triple H qui l'aurait fait complètement basculer de l'autre bord, changer d'idée pour aller signer avec la WWE. Il y a J'ai une. l'impression qu'il est très professionnel hein, dans sa manière de Oui, voir la business et qu'il ne garde pas nécessairement beaucoup de rancœur, beaucoup de ouais. rancune Mhm. envers les différents moments où des fois tu as des relations qui se passent mal, mais gars, l'eau passe en dessous du pont, puis Ouais. avec le temps, tu es comme ben, Il gars, voit le potentiel au on bout, va puis fait comme, tu sais, travailler. je vais pas aller en guerre contre quelqu'un si c'est pour barrer des ponts, Ah oui, puis même fermer si des c'est moi qui avais portes. raison à l'époque, euh, Mhm. tu sais, c'est la vie, puis tu continues ton chemin, puis ensuite, ben, tu reviens. Fait que peut-être une petite leçon, hein, les gens qui Absolument. sont parfois un peu de rancœur, de rancune. C'est bien de mettre ça de côté parce que ça nous fait Absolument. avancer et progresser. Je sais pas si tu suivais NXT dans le temps que Ellen Knight était là, mais il y a eu une très Non. très bonne feud avec Cameron Grimes et Ted DiBiase où OK. ça s'est terminé avec Ellen Knight qui vole la ceinture, pas qui vole, mais qui gagne la ceinture euh, pour devenir le nouveau Million Dollar Man Champion avec Cameron Mhm. Grimes dans des conditions de match, ou pas des conditions, mais des termes que si Knight gagnait, ben Cameron Grimes devenait son majordome. Finalement, il y a eu un turn OK. du côté de Knight sur Ted DiBiase où il a donné une corde à linge, là, mais il a défoncé le vieux monsieur Ted DiBiase. Là. Tabarnak que ça avait rentré à ce moment-là, c'était violent. Fait que, tu sais, Ellen Knight a quand même une très 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 bonne run à NXT. Il s'est battu. Il a perdu contre Braun Breaker au début, au premier match de Braun Breaker à la télé. Euh,
il y a eu une rivalité avec Grayson Waller. Il fait partie du Wargame où on était le NXT Black and Gold contre le NXT 2.0. Donc, c'était Gargano, Pete Dunne, Tommaso Ciampa, LA Knight contre Braun Breaker, Carmelo Hayes, Grayson Waller et Tony D'Angelo. C'est quand même. Il a été mis à des grosses positions en partant, même si c'était, je mets des guillemets ici, juste NXT. Il a quand même été mis comme vétéran, comme quelqu'un qui est capable d'apporter le talent plus jeune à un autre niveau. Fait que j'aime vraiment qu'on l'a utilisé comme un talent avec l'expérience, même si c'était sur NXT, comme personnage nouveau pour que tout le monde apprenne à le connaître. Et le petit astérisque, le petit bémol, c'est que lorsqu'il a été call-up, on l'a présenté, pas comme LA Knight, mais on l'a plus trop présenté. En fait, oui, on l'a présenté comme LA Knight une fois dans un épisode de Raw du 24 janvier 2022, dans un genre de segment bizarre avec les Dirty Dogs, qui étaient Dolph Ziggler et Robert Roode à ce moment-là. Et On après y ça, on l'a. viendra de mon côté tantôt, dans ma Ah! chronique. Ah! Et on l'a pas revu jusqu'au 15 avril où Knight apparaît en tant que manager heel avec le Night Model Management plutôt, qui est très vite devenu le Maximum Male Model avec le nom de Max Dupree. On a aussi introduit sa sœur Maxine Dupree. Et finalement, le 30 septembre de cette même année à SmackDown, il a été en feud contre tout le monde de son clan et il a battu Mace et Mansoor dans un match. Hey, je me souviens de toute cette feud-là, c'était vraiment, vraiment pas bon. Et il a repris finalement son nom de LA Knight au bout de tout ça. Tant mieux parce que, mais même si il a réussi à faire le mieux qu'il pouvait avec cette gimmick-là, qui est un peu de la merde, il a pulled it off pareil. Il a réussi à faire quelque chose de Ben, intéressant. j'ai vraiment l'impression qu'à ce moment-là, puis même à l'écran, il était vraiment en mode je vais dire oui à tout. Parce qu'il y avait Ouais. son personnage de Ray Knight à NXT, Mhm. puis il s'est probablement fait proposer hey, ça te tente-tu d'être le gérant de cette équipe-là, de gens un peu plus nouveaux, mais qui ont besoin Ouais. de quelqu'un qui est plus solide au micro. Il a fait ben oui, et pour vrai, ça a duré quoi? Un mois, 2 mois? Qui a Ah, été un en... peu plus que ça, là, ça a été genre de mai à septembre. Là. Fait que OK. Fait que, tu sais, mettons l'été, on l'a ouais, testé durant tout l'été, mais rapidement, on s'est rendu compte que, c'est pas ça écoute, qui colle. cette personne-là, Mhm. à meilleure, si on la met dans un autre rôle et on lui a redonné. Bon, Ouais, on s'entend, c'est également, là, dans l'histoire, c'est le moment où Vince reprend le contrôle oui, après avoir quitté. oui. Fait que là, Vince décide qu'il met ses idées, ses excellentes idées, puis là, à ce moment-là, il avait perdu un peu la carte, là. Ouais. Et là, la garde qui est actuelle avec Triple H et Stephanie avait quitté. Ce qui fait que cet été-là, il y a bien des affaires bizarres, et ça, Ben c'en de la est boîte. une. Oh, oui. Et lorsqu'on reprend le contrôle du côté de Triple H, On redonne. on redonne le personnage Mhm. qu'il y avait à NXT. Tout ça. Fait que Mhm. j'ai l'impression qu'il a comme vu, ça doit être ton expérience Ouais. d'avoir été tellement longtemps dans le milieu, de se dire, oui, même si il y a 1000 raisons que j'y aille pas en ce moment, je vais y aller parce que je le sais que ça peut pas durer, C'est ça, exactement. cette ère-là. Puis quand ça va finir, ben, je vais déjà être en haut, je vais déjà avoir été à l'écran. Puis il a comme fait confiance, si on veut, alors qu'il y a des gens comme Mercedes Moné, Ouais. euh, Naomi également, qui ont quitté dans cette période-là. Ouais. Parce que pour elle, c'était inacceptable que Vince revienne. Mais tu as des gens qui ont juste fait, gars, on va y revenir, on va faire le mieux qu'on peut avec ce Mhm. qu'il nous donne. Puis Puis par je la suis suite, tellement, je ben, suis tellement confiant dans mes moyens que je vais réussir ou je vais essayer de faire quelque chose avec la gimmick de merde qu'il me donne. Fait que ouais. de ce côté-là Puis, oh, aussi. j'ai Là. jamais eu vraiment, moi, d'opportunité. Puis là, il m'en donne Ouais, une, même si c'est de la exactement. merde, Fait que gars, je je vais vais y aller à apprendre. Puis fond. Mhm. Puis tu je vois-tu, vais. les MXM maintenant là, sont rendus à All Elite. Fait que il a quand même réussi à faire quelque chose de bon avec Mansour puis l'autre dude, là, ces deux gars-là. Là. Fait que Ouais. tant mieux s'il a réussi à faire ça. Je finis ça avec quelques fun facts. En 2013, Riker a apparu dans l'émission de télé-réalité à TNT The Hero, animé par Dwayne The Rock Johnson. Aucun souvenir de ça. En 2015, Le il est apparu. face-à-face entre The Rock et LA Knight, on l'a eu finalement. Oui, c'est ça, exactement. Il est apparu en 2015 aussi dans l'épisode Boiled Lennetti Wedding dans Brooklyn Nine-Nine. Un rôle non parlant. C'était le rôle, pas le rôle, mais l'épisode où ils vont enquêter dans un gym. Fait que là, il fait partie là, des messieurs qui Un gars s'entraînent du au gym. gym. Je le vois très clairement. Tout ça. En janvier 2020, il a tourné une scène dans la quatrième saison de la comédie dramatique Netflix Glow. Malheureusement, la quatrième saison qui n'est jamais sortie, fait qu'on l'a jamais vu
dans ce rôle-là en 2021. Il est apparu dans une publicité Car Shield dans le rôle de The Overcharger, un lutteur habillé comme un technicien en réparation automobile qui se vante que personne ne peut l'empêcher de facturer injustement des clients. Et c'est Ric Flair qui vient y en colisser une parce que c'est Ric Flair qui était le porte-parole de Car Shield à ce moment-là. Et c'est un gars d'équipe. Il a prêté sa voix à Paragon G. Pierce dans le mode My Rise de WWE 2K22. Et il a même effectué la capture de mouvements pour plein d'autres lutteurs. Fait que c'est lui qui jouait le lutteur pour faire des mouvements pour d'autres lutteurs. C'est un gars d'équipe qui est prêt à aider, qui est prêt à aider, oui, tout le monde pour créer quelque chose de le fun. Fait que je pense que Monsieur Eli Drake, Monsieur Sean Edward Riker, LA Knight, Deuce, Dick Rick, peu importe comment vous voulez l'appeler, je pense que c'est un gars d'équipe, un bon lutteur, puis il mérite. Il a mangé son pain noir, il a mangé ses croûtes, puis il est rendu où il est rendu là, puis il le mérite. Fait que même s'il est un peu contre la lutte mixte, il mérite d'être là, je pense. Écoute, tant mieux pour lui. Oui, tant mieux pour lui. Puis c'est ça, Monsieur LA Knight qui est une grosse inspiration au micro de Rock. Parce que Stone Cold, Steve Austin, et ouais, ça fonctionne, ça fonctionne. Il y a le delivery. Fait que félicitations à lui. Merci Pierre, on a quand même appris pas mal de choses. Dites-nous si vous avez appris des trucs ou s'il y a des choses qu'on a comme passé, qu'on n'a pas parlé, mais que vous connaissez mieux LA Knight. Fait que j'espère que vous n'avez pas dit yeah à chaque fois qu'on disait LA Knight. Ah, c'est bon. Vous avez pris des shots à chaque fois, vous êtes sous en ce moment. Ou malade. Ou malade, un des deux. On va enchaîner avec un autre, je dirais, icône oui. de la lutte, une autre personne qui ça fait longtemps, un peu comme LA Knight, plus de 20 ans, qui est dans le business, qui a mangé ses croûtes. Ça avait pris du temps, lui, à percer, un bon 15 ans à percer pour vrai, même si on l'a vu une première run à WWE. Et c'est évidemment Dominique Mysterio, qui est arrivé comme un enfant à l'âge de 4-5 ans et qui a pu revenir à l'âge de 19-20 ans à WWE. J'ai déjà fait une première partie sur l'histoire incroyable de Dominique Mysterio et je poursuis l'analyse de sa carrière incroyable. Fait que, on avait déjà vu là, une bonne partie de sa carrière. Là. On était rendu où? Tu nous replaces un peu dans le temps? Je vous replace. Fait que là, si jamais vous voulez voir la partie 1 et la partie 2, la partie 1, c'est quand il était un enfant dans la rivalité entre Eddie Guerrero et Rey Mysterio. La partie 2, c'est son arrivée comme adulte un peu tard, jusqu'à ses premiers matchs. En fait, on appelait ça les premières fois de Dominique Mysterio. Donc, ça s'est terminé avec une rivalité avec Seth Rollins et son genre de clan à l'époque, il y avait Buddy Murphy dedans. Ouais. On s'est laissé là avec, c'est ça, ils ont fait une piñata de Buddy Murphy. Tout le monde le frappait à coups de kendo stick. Et Dominique faisait partie de ces gens-là. Évidemment, à cette époque-là, il est en tout début de carrière. Et on est en fin 2020 à peu près quand on s'est laissé. Fait que, évidemment, le coup de piñata, c'était comme une réjouissance de courte durée parce qu'au final, la rivalité entre Seth et les Mysterio, c'est soldé par plus souvent qu'autrement des victoires du côté des méchants parce que, évidemment, c'est Seth Rollins. Et même si lui, il n'a pas perdu contre Dominique, mais ses sbires, eux, ils ont perdu. Mais au final, c'est ça. Dominique était un peu cher à canon pour son papa. Et même son papa a perdu cette rivalité-là avec Seth Rollins, qui est parti vers d'autres cieux. C'est comme les matchs qui ont suivi, si on veut, septembre 2020. Évidemment, pour remettre dans le contexte, on est dans le Thunderdome, on est en pleine COVID. Fait que oui, c'est vrai. Ce beau moment-là de notre vie. Là. Exact. Fait que, écoute, de ce moment-là jusqu'à, je dirais, WrestleMania Backlash, qui est Backlash, dans le fond, là, le truc après WrestleMania, le premier PLE après WrestleMania, il est très utilisé, mais comme jobber. Là, vraiment très, très, très low card. On dirait qu'il était rentré avec Papa Ray, mais là, Papa Ray, il est plus vieux, il ne peut pas nécessairement suivre le rythme. Il y a des petites blessures également. Papa Ray et son cousin Papa Roach. Excusez. Fatiguez-moi et tout. Et fait que là, il y a même un petit moment où on décide de le mettre en équipe avec Humberto Carrillo. Je ne sais pas si tu te souviens de ça. Oui, absolument. Sûrement pas, parce que, ouais, tu te souviens, parce qu'il perdait. Il perdait tout le temps en dedans de 5 minutes ses matchs. Fait que ça ne durait pas longtemps. En fait, même que dans ça, il s'appelait juste Humberto.
si je me trompe pas. Humberto, ouais, je pense que c'est ça. Puis, c'est ça. Début 2021, bon, il donne en chair à canon à King Corbin à l'époque, qui venait de Ah gagner. Il oui! avait dans sa personnage Ce beau moment. de roi. Fait que faisait des courts matchs de moins de 5 minutes. Cependant, a réussi au final à gagner un des matchs contre King Corbin à SmackDown du 5 février. Évidemment, rien n'est pour écrire à sa mère là, en ce moment. Rien ne se passe. Et là, évidemment, Papa Ray revient pour la suite, pour l'espèce de Road to WrestleMania, que finalement, ils n'auront pas de match. J'ai l'impression qu'on a comme déplacé le match à Backlash parce qu'on manquait de temps sur la Ouais. carte. Mais dans ces mois-là, on essaie de construire le début d'équipe que sera Ray et Dominique. Mais Donc, je souligne quand même qu'on voit un potentiel dans Dominique. Là. Non, c'est pas le lutteur ben, le plus moi, développé, te le mais dire, le moment où il y a un premier bon match, selon moi, dans ah, parfait, excellent, ce excellent. moment-là. Fait Yes. que tous ces matchs-là, c'est des matchs en dedans de 5 minutes qu'on perd, qu'on Ouais, perd, ouais, qu'on perd, ouais. qu'on perd. Le premier bon match, que si vous voulez aller voir Dominique, et pour vrai, on s'entend, c'est très protégé. C'est dans un 8-man tag team. Là. Fait un match Ah, oui, à oui. 4 contre 4. Ouais, Lui, son papa était jumelé avec Street Profit ouais. et affrontait Chad Gable, euh, voyons, Otis, ainsi que l'équipe, Dolph Ziggler et Robert Roode, qui étaient Mhm. à l'époque les espèces de Dirty Dog. champions. Oui, les Exact, qui étaient champions. Mhm. les champions par équipe. Et c'est à ce match-là, il dure à peu près 12 minutes, c'était un SmackDown. Et on voit vraiment le potentiel. Évidemment, il n'y a pas beaucoup d'offensive, Dominique, dans ce match-là. Ouais. Mais classique, match à 8. On enchaîne les finishers à la fin. Et c'est le premier match où on vend l'équipe des Mysterio, donc père et fils, comme étant fort. Tous Ah, les matchs ok. avant, on les mettait vraiment très faibles. On leur donnait un booking un peu plus léger. Et là, c'est Ok. le premier match où on les met fort. Évidemment, bon, c'est plus Street Profit qui a le pin que tout ça. Mais la séquence où Dominique est sur le ring et enchaîne ses mouvements, super impressionnant. Puis, je vous invite à peut-être à regarder les highlights de ce match-là parce que quand on tourne, nous, on est en 2024, fait qu'il n'a pas encore ramené ce style de lutte-là, mais il était très lucha dans Ouais, son ouais, ouais. style. Comme cette période-là où il est gentil avec son père, il a un style très high flyer, très lucha. Mhm. C'est quand même très impressionnant à la grandeur qui est d'avoir un Oui, style ok. comme Oui, ça. oui, oui, je comprends. Fait qu'il il saute sur les cordes, il se lance vers l'extérieur, il fait des moves vraiment à haut potentiel danger. Là. Mhm. Et il réussit ça quand même très bien. Fait qu'on s'entend, il n'y a pas beaucoup de répétitions. Il fait pas énormément de matchs encore à ce moment-là. Mais, mettons, dans les coulisses, il s'entraîne beaucoup au Performance Center. Il n'est pas à NXT en tant que tel parce qu'on l'a jamais mis. Ben, on l'a mis un petit peu plus tard, mais il n'est jamais vraiment passé par la cause NXT dans son développement Ouais. parce que j'ai l'impression que Ray disait je vais le prendre sur mon aile. Moi, Oui, oui. je vais l'entraîner. Je vais lui montrer c'est quoi les rouages du métier. Et c'est le premier match où on voit des petits fragments qui sont Quelque le fun. chose, là. Exact. Bon, là, évidemment, il va tourner autour de ces 8 lutteurs-là dans les mois qui suivent. Fait que Chad Gable, Otis, Dirty Dogs, ainsi que Street Profit. Ils sont tous des Évidemment, bons lutteurs pour le guider, pour lui donner des conseils, pour bien le protéger dans un match, vraiment. pour vraiment Et l'aider c'est un bon à. mix aussi de vétérans avec des jeunes. C'est Comme, ça. le Otis qui est plus rookie, qui est Chad Gable qui est ultra bon dans le ring. Mhm. Dolph Ziggler et Robert Roode qui sont deux vétérans Ouais, c'est bon. très, très importants. Ray et Dominic également, fait Ouais. que le vétéran avec le jeune. Et Street Profit qui sont les deux recrues. Fait on a À ce vraiment moment-là, une encore plus, espèce ouais. de. Tu sais, ce programme-là qu'on a dans ces mois-là, j'ai vraiment l'impression que c'est pour aider tout le monde, Ouais. surtout les recrues, à élever un peu plus leur jeu. Ouais, ouais. Évidemment, à l'intérieur de match, c'est Dirty Dogs qui sont les champions de Mhm. tout ça. Et Dominique, c'est ça. Il perd des matchs en 2 minutes face à Dolph Ziggler. Mais lorsqu'il est avec son papa, il gagne des matchs. Il gagne son match contre Chad Gable et Otis, qui à l'époque sont les méchants. Quand même des bons matchs. Et il a finalement un premier match pour la ceinture avec son papa. Fait qu'il remporte ça. C'est après WrestleMania. Il remporte le titre number one contender. Et il s'en alle contre Dirty Dogs à Backlash. Et il remporte un peu surprenamment, vraiment très surprenamment. Moi, je pense que ça aurait vraiment eu plus d'impact si on l'avait fait à WrestleMania. Surtout avec quand on sait que c'est le seul duo père-fils dans l'histoire de la WWE qui a gagné une ceinture par équipe. Ça, c'est un classique de WWE qui gère mal sa division par équipe. Mais on n'a pas donné le spotlight que ce moment-là aurait dû être. C'est vraiment aussi un bon match, si jamais vous voulez le regarder. Là. Si vous voulez voir un Dominic High Flyer qu'on ne voit plus vraiment, là. Il y a moyen ce style-là maintenant. Il commence à le ramener tranquillement pas vite là, avec
un peu un style à la Eddie Ouais. Guerrero. Mais là, il y a un style très face lucha qui ressemble beaucoup à celui de Ray. Et c'est vraiment intéressant à voir ce match-là. La séquence de fin est ultra impressionnante. Tu sens que Dominique est comme pompé, il est rempli d'adrénaline. Un excellent match. Et c'est lui qui a le pin, parce qu'évidemment, Papa Mysterio, il va y donner le pin. Ben oui, ben C'est oui. son premier titre, c'est sa C'est sûr. première ceinture. Fait que même si c'est par équipe, allez, il va faire le pin. Et un court règne, un règne de 2 mois, Ouais. qui n'est pas très dominant, évidemment. C'est ceinture par équipe, c'est un peu mis de côté. Fait que la rivalité tourne autour de Dirty Dogs pendant les premiers mois. Cependant, ça se termine relativement rapidement et on enchaîne le programme ensuite vers les Usos. Début 21, c'est comme le début également de la Bloodline qui commence tranquillement pas vite à se former. Et on tombe dans un programme avec eux et 2 pay-per-views plus tard, lors du Money in the Bank, dans le kick-off, dans le pre-show, on a les Usos qui remportent la ceinture, encore une fois. Dans le Ça vous montre à quel pre-show. point. Ah, Oui, ça slack. vous montre à quel point on ne met pas beaucoup d'emphase. Cependant, avant ce changement de titre-là, il y a un excellent match que je vous conseille, qui est le match juste avant, en fait, là, la veille, si on veut, là, de Money in the Bank. Il y a le Bloodline avec Roman Reigns. On est au tout début du Bloodline quand même. Avec Jimmy, Jay et Roman Reigns qui battent Dominic, Edge et Ray. Mais ça, c'est vraiment un très bon match. C'est un des meilleurs matchs qu'on a eu. Évidemment, l'aura de Roman Reigns aide beaucoup ce match-là. Mais c'est très important. Puis évidemment, on commence à intégrer un peu Edge dans l'histoire. Ouais. Qui sera éventuellement très important. Mon Dieu, qui va tout changer dans la pour fin, Dominique. Là. Exact. Dans la fin de ce segment-là de sa carrière. Fait que c'est ça. Fait que le match issu, bon, évidemment, c'est les Usos qui vont battre Dominic et Ray. On perd le titre. Le seul titre qu'ils auront eu, peut-être qu'ils en auront eu dans le futur, mais nous, au moment où on se parle, c'est le seul titre qu'ils ont eu. Papa, Ray et Dominic. Probablement le seul également, parce que j'ai l'impression qu'on est vraiment dans 2 chemins très différents et Papa commence à devenir vieux. Mais c'est le fun qu'il y ait eu un petit règne comme ça. Dans les livres d'histoire, ça va bien paraître. Ça va être malheureusement, le règne, en tant que tel, quand tu le vis, on aurait vraiment pu faire plus que ça. Les écrits sont quand même là. Fait que au moins. Au moins, il y a ça. Mais c'est ça. Je pense que j'aurais donné plus d'emphase dans la course vers cette ceinture-là. Puis j'aurais mis également le règne en tant que tel un peu plus fun. On est vraiment un champion de transition pour rendre les Usos et le Bloodline en général dominant. Fait que les Usos vont garder, à partir de ce moment-là, la ceinture pendant des années. Ils le gardent vraiment très longtemps. Fait que là, on continue un peu en solo. Fait que là, on tente de ravoir sa ceinture contre les Usos. Ça ne fonctionne pas. Reperdre un match à SummerSlam avec eux. Un match correct à SummerSlam. C'est pas le meilleur match nécessairement de ce run-là. Un match qui dure à peu près 10 minutes, qui montre beaucoup les Usos forts. Fait que j'ai l'impression qu'on a peut-être un peu coupé le temps. Par la suite, dans ce moment-là, on se souviendra, c'est Sami Zayn qui, de manière un peu sporadique, rentre dans le Bloodline dans cet été-là et qui part un peu en rivalité face à Dominic Mysterio. Zayn détruit Dominic Mysterio dans tous les matchs, fait que malheureusement, pas beaucoup de victoires de ce côté-là pour Dominic. Oui, fait intéressant également, j'ai regardé les statistiques de victoire versus défaite pour un match, puis on pourrait croire que Dominic a vraiment beaucoup de victoires parce que l'aura qu'il a à l'intérieur de la WWE à partir de ce moment-là est très importante. Et je dirais même que l'année 2021 est probablement celle la moins mémorable de Dominic Mysterio parce qu'il est avec son papa en équipe. Mais si on regarde les victoires par match, c'est l'année 2021 qui a le plus de victoires. Donc sur 65 matchs, il y a 40 victoires. Et c'est la seule année où il est comme du côté au-dessus de 500, mettons, côté victoire. Toutes les autres années de sa carrière, il a énormément plus de défaites que de victoires. Mais pourtant, ça ne l'affecte pas l'aura. Non, mais en fait, c'est le contraire, même que ça marche pour son personnage. Et c'est vraiment intéressant de remarquer ça, que je pense que c'est quand même rare, mais tu vois tout le talent que Dominic Mysterio a, parce que malgré qu'il n'a pas vraiment de push en termes de victoire, il réussit à se construire une aura. Et je te dirais que le moment le plus plate de sa carrière était lorsqu'on lui donnait des victoires en 2021, pendant cette run-là. Avant qu'il trouve sa couleur, puis avant qu'il trouve vraiment l'aura du personnage qu'il définit au moment où on se parle en 2024. Là, mais en 2024, là, c'est combien il y a de victoires cette année sur 52 matchs? Il ne doit pas en avoir beaucoup, il doit en avoir à peine une dizaine. Là. Il y a 8 victoires cette année. Sur 52? Sur 52 matchs télévisés. Là, des matchs en équipe. Mais c'est incroyable à quel point on pense pas ça en ce moment, mais il n'est pas.
il défie la gravité. Que normalement, t'es comme, hey, il faut que tu sois poussé, faut que tu aies des Oui, victoires. oui, oui. Lui, victoire ou pas, ça change rien. Il se construit un personnage très important. Il est Euh, solide, là. Incroyable. il est vraiment très bon. Euh, on poursuit 2021. Bon, là, Oui. évidemment, il est pris dans le mid-card, low-card, Mhm. semi dans la division par équipe. Quand on a besoin d'une victoire à quelqu'un comme Austin Theory, Bobby Lashley, on lance Dominic Mysterio dans un match Ouais. de 5 minutes où il se fait détruire. Fait que pas tellement un bon moment. Il y a un petit moment un peu plus intéressant au fin décembre où il y a comme le RK Bro tournament. Fait que c'est les RK Bro, Randy Orton Matt Riddle. et Matt Riddle qui font un tournoi pour savoir qui va les affronter. Et les Mysterio performent bien dans ce tournoi-là, se rendent presque jusqu'en finale pour affronter euh, RK Bro, perdent dans le dernier match avant l'affrontement. Fait que c'est un petit moment de momentum, le fun, qui est construit fait entre Noël et le Royal Rumble, que les Mysterio sont remis de l'avant. Et c'est à ce moment-là qu'on commence tranquillement, pas vite, à construire Oh, oh, l'histoire oh, qui oh. nous intéresse. Fait que Ouais. lors, il y a comme un Dominique Mysterio qui, jusqu'au Road to WrestleMania, sert un peu de chair à canon à toutes les équipes. Fait Alpha Academy, Earth Business, tout ça. Très peu de victoires à travers ces années-là. Cependant, quand WrestleMania passe, c'est là qu'on sent qu'il y a un petit plan qui commence à se faire. On a tout d'abord à WrestleMania en tant que tel le premier match de Dominique Mysterio. C'est son premier WrestleMania. C'est contre Logan Paul et The Miz. Et c'est vraiment un bon match. Ouais, ouais, Je ouais. pense que Logan Paul, okay, j'aime le détester parce qu'il est bon, Ben oui. failli, Ben mais il oui. te sort un excellent match. Puis je pense que c'est son premier match également, Logan Paul, Je pense celui-là. que oui, c'était celui-là. Et tabarouette que les deux recrues, si on veut, Dominique et Logan, ressortent Réussissent. tellement fort de ce Je me match-là. souviens Fait de ça. que, petit match de 10-12 minutes que je vous conseille. WrestleMania 38, c'est la nuit du samedi. Bon, évidemment, c'était le retour aussi des différents humains, parce que là, on sort de la période Thunderdome pour ramener des humains dans Ah, les festivals. oui, le WrestleMania où il pleut, où Samoa Joe a Ouais, son genre d'imperméable, puis ouais, que on l'a exact. plus Fait jamais revu par que. après parce qu'il est parti l'autre bord. Ben, Ouais. je pense qu'il y a eu une éclair sur lui, je sais pas. Mais c'est un match-là dans lequel Logan Paul, c'est Logan Paul et Miz qui ont la victoire, mais Dominique paraît super bien. Logan Paul également paraît super bien dans ce Très match-là. cool. Je vous conseille ce Ouais, match-là. ouais, ouais, ouais. Dans les mois qui suivent, encore un petit peu de chair à canon. Et là, on commence un programme avec le Judgment Day qui s'est formé dans les mois avant avec Edge. Là, Uh-huh, c'est là qu'on ramène un peu Edge. Et uh-huh. là, Edge, bon, pour différentes raisons, je sais pas si c'est. Il y a une blessure qui a un rapport, mais on sort Edge de l'équipe. Ouais. Et le Judgment Day tente de voler de ses propres ailes avec Finn Balor, Rhea Ripley et euh, Damien ainsi que Priest. Damien Priest. Fait que là, Oui, on oui, part oui. un programme entre Damien Priest, Finn Balor contre les Mysterio avec Rhea Ripley qui est quand même à l'avant-plan de ce programme-là et on Ouais. commence à harceler. C'est vraiment, j'ai l'impression, la rivalité qui a cimenté le nouveau Judgment Day parce que personnellement, lorsque c'était Edge qui était à la C'était moins tête, si intéressant. on veut. Et je sais pas qu'est-ce qu'il y avait. J'ai Mhm. l'impression qu'on voulait recréer un peu une saveur du passé avec Ouais. le Brotherhood, Mhm. mais ça fonctionnait pas pour moi. Et lorsqu'on a sorti Edge et qu'on a donné un peu plus de pouvoir à Damien, Finn et Rhea, j'ai l'impression que les trois se sont élevés et leur première rivalité qu'ils ont eue, c'est face au Mysterio. Fait qu'est-ce que le C'est à Judgment ce Day? moment-là où on a vu, j'imagine, la chimie qu'il peut avoir entre Rhea et Dominique, où on a vu l'étranglement avec les jambes là, Ouais, sur Dominique, puis exactement, parce que le meme qui a enflammé l'Internet de la ouais, lutte. Là. Mhm. c'était. Écoute, je te dirais pour le Judge. Est-ce que le Judgment Day existerait encore en 2024 s'il n'y avait pas eu cette rivalité-là avec les Mysterio? Hmm, Je pense que non. je pense Parce pas. que Ça n'aurait pas on toffé. était. Je pense que c'était la dernière chance, moi, du Judgment Day. Ouais, On venait de c'est leur l'impression que ça me enlever donne Edge, aussi. Ouais, ouais, ouais. puis on est comme, OK, checkez ce que vous êtes capable de faire. C'est Puis ça. si ça marche pas jusqu'à SummerSlam, on tire la plug Ouais. et on repart tout le monde dans Hey, des imagine. directions différentes. Imagine. Toute Et l'histoire là, qu'on aurait perdue des 3 dernières années. c'est fou. Fucking incroyable. Fait que là, on a ce programme-là avec les deux. Fait que ça se joue beaucoup sur le fait que je pense que Rhea Ripley est vraiment la personne aussi qui shine beaucoup. Là. Rhea et Dom sont les deux. Ben, Dom un Mhm. petit peu moins au départ, là, mais Rhea au départ est très. Essaie de jouer un peu dans la tête de toute la Oui. famille des Mysterio. Fait Mhm. attaque Dominique pour faire chier le père. Il y a également une espèce de célébration pour les 20 ou 25 ans de carrière, ou 30 ans de carrière, je ne sais plus, de Bray à un SmackDown.
Il y a une espèce de fight coulisse où la famille est là, Dominique est là, et là, le Judgment Day vient, Rhea vient faire un beatdown, si on veut, sur Dominique. Il y a l'espèce de scène où Rhea tire Dominique un peu par le collet, les cheveux, le beatdown devant son père pendant le party. Ensuite, on bat son père. Fait qu'il y a comme une espèce C'est bon. de rivalité qui se crée entre Ray, puis pour vrai, un peu le personnage de Dominique, de punching bag humain, commence à se créer à ce moment-là parce que il est pas très mis dans des conditions élogieuses. Il est vraiment Ouais. genre, il se fait détruire à chaque semaine par le Judgment Day, mais quand il est en équipe avec son père, il réussit à avoir des victoires. OK. Fait que il y avait un peu un aura de faiblesse à ce moment-là. Mhm. Et tranquillement, pas vite, surtout à SummerSlam, lors du match qu'ils ont à SummerSlam, les Mysterio contre le Judgment Day, c'est un match sans disqualification. Et qui n'arrive pas à la fin du match? Edge, qui fait son retour dans son espèce de Passion Brotherhood, qui vient faire. Bon, là, on rappelle l'histoire, c'est lui qui avait créé le Judgment Day, il sort Ouais. sa catchphrase, c'est moi qui l'ai créé, c'est moi qui vais vous détruire. Il Ouais. veut venir mettre fin, si on veut, à ce truc-là, mais j'ai l'impression qu'on a décidé de ramener Edge dans cette histoire-là pour la terminer parce que ça a été un bon 2 mois, le programme qu'il y a eu entre les Mysterio Ouais, et ouais, ouais. Judgment Day. Puis On a fait, pensait hey, que il y a c'était du la fin, là. potentiel. Il y a du potentiel à faire ça. Et à l'intérieur de ça, on rentre Edge dans l'équipe des Mysterio. Ouais. Il y a quelques matchs où Edge est là pour essayer de battre contre Damon Priest, Finn Balor. Et il y a un moment où il y a un genre d'attaque où Rhea, à l'intérieur d'un match, décide, pendant que Edge se prépare à faire un spear, pousse Dominique Mysterio dans la trajectoire du spear et Edge fait le spear sur Dominique. Mhm. Et ça, c'est l'étincelle qui crée Dirty Dominic Mysterio. Ouf. Parce qu'à partir de ce moment-là, C'est là que même ça. s'il est ultra victime face à Rhea Ripley, on dirait que ça crée quelque chose dans la tête de Dominic. Et l'intensité qu'il y a dans ses promos, je me souviens notamment d'une promo backstage où il est dans le vestiaire et t'as Edge, Ray et Dominic. Et on est la semaine après, et là, t'as juste Edge qui est comme, hey, tu sais, juste te dire, Dominic, je m'excuse pour la semaine dernière, tout ça. C'était une erreur, c'est un friendly fire, Ouais, ouais, ouais. mais gars, il n'y a pas. Sans rancune, là, je voulais pas te faire mal, tout ça. Un peu, de manière un peu paternaliste, vétéran, tu sais, qui parle de tout ça. Rick est comme, ben non, inquiète-toi pas, Edge, on est des amis, on se connaît depuis 20 ans, tout ça. Et Dominique qui fait genre, ah non, gars, il y en a pas de problème, là, c'est bon, un peu confiant, un Ouais. peu gentil, mais tout de suite après, fait, non, il y en a pas de problème, ça va pour comme, je sais pas, il ne fait une accolade, tout ça, mais il décide de le pousser. Mm. Il pousse Edge de manière quand même intense puis fâchée. Et là, t'as tout de suite un qui dit, hey, calme-toi. Et là, c'était une erreur, tout ça. Puis il est comme, c'est ça, tu reviens pas, tu prends son bord. Il est comme, je le connais depuis 20 ans. Il dit, oh, mais moi, tu me connais depuis 25 ans. Et là, on installe les graines Ah, c'est bon. d'un éventuel Mhm. turn super bien exécuté. Moi, la surprise de ce turn-là, c'est moi, je pensais qu'on allait dans une direction un peu différente, qu'on n'allait pas intégrer le Judgment Day nécessairement à ça. Mhm. Parce que le Judgment Day commençait à voler de ses propres ailes, mais Ouais. au contraire, je trouve que c'était une vraiment très bonne décision au niveau du booking d'intégrer Dominique à l'intérieur du Judgment Day parce que là, la tourmente que Rhea Ripley fait à l'intérieur de ces mois-là commence à se transformer tranquillement pas vite en. Je sais pas comment expliquer ça, là. C'est un love-hate relation? Il y a quelque chose qui se passe, il y a une chimie qui se passe entre Rhea Ripley et Dominique Mysterio. Et tu as une scène, je pense à un Raw, où Rhea en fait donne un kendo stick à Dominique et il demande, ah ouais, frappe-moi. Et Dominique hésite, il sait pas trop quoi Ouais, faire, ouais, il ouais. est comme déchiré par tout ça. Il est vraiment comme le valet également dans l'histoire présentement parce que là, c'est Edge et Rey Mysterio qui sont un peu plus en rivalité face au Judgment Day. Et les deux personnes sur les côtés, c'est Rhea et c'est Dom, Mhm. qui se semi-affrontent en mode valet et que Rhea a clairement le dessus et un peu plus la méchante. C'est la Rhea un peu plus folle, un peu plus Oui, moins oui, oui. badass, plus crazy un peu Ouais. qu'on a à ce moment-là. Et finalement, à Clash at the Castle, on a le match entre Edge, Rey Mysterio contre le Judgment Day qui se termine en fait par une victoire des gentils. Mais à la fin de ce match-là, on a Dominique qui prend la collade et qui décide de donner un coup dans le pelvis à Edge. Et là, Ray comprend pas trop.
évidemment, on rappelle l'histoire qui a été faite dans les derniers mois avec Edge qui a fait un spear, fait que c'est sa manière de se venger, tout ça. Ouais. Et là, très surprenamment, Paclao, coup de la corde à La corde à linge. linge, c'est ça. C'est celle-là que j'avais en tête, là. Ouais. Coup de la Clow! corde à linge qui rentre au poste sur le paternel. Ouais, 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 ouais. Et ça, ça rend le turn de Dominique Mysterio réel. Et à travers ces mois-là également, tranquillement, pas vite, on voit Dom qui commence à se faire pousser les cheveux dans Ah, la ces mois-là. transformation, elle est Et la lente, mais elle est transformation, tellement bonne, là. le clash, le PLE, Clash à deux est là, et je pense au Raw qui suit, on a un changement de personnage de bout à bout de Dominique Total. Mysterio qui se lèche les cheveux, se met les cheveux en arrière, qui fait une promo dans le noir où il parle que la raison pourquoi il a fait ça, c'est parce que son père, il prend juste le bord de ses amis, puis il a jamais été là pour moi. C'est bon, Puis, là. puis on a la phrase, la première phrase, je pense, un peu mythique de la carrière de Dominique, qui dit pour un si petit homme, en parlant de son père, tu projettes une très grosse ombre sur laquelle il est difficile un peu de se Wow. défaire. Et Wow. enfin, je suis devenu un homme, papa. Je suis devenu un homme, je vais prendre mes propres décisions, puis je vais arrêter d'être dans ton ombre. Et à la fin de cette promo-là, on a une Rhea Ripley qui arrive de manière un peu surprenante, selon moi, parce que Mhm. à la fin du match entre Edge et Ray, c'est contre le Judgment Day, mais Judgment Day On n'a jamais. rit de la Ouais, situation. c'est ça. Ils sont pas impliqués dans Non, mais il ce part pas avec clusterfuck-là, là. Dom non C'est plus. ça. Dom, il part tout seul de son bord Ouais. fâché. Et le Judgment Day rit de Ray et de Edge. Et au Raw, ensuite, on fait non, non, non. Il est rendu avec eux. Et là, on a le premier visuel de Dominique, de Dirty Dom, qui rentre avec Rhea Ripley. Rhea Ripley qui a comme un personnage de manipulatrice à ce Ouais. moment-là. C'est vraiment comme celle qui tire les ficelles de Dominique Mysterio. C'est le personnage qu'on vend, comme si Dom était sous l'emprise Mhm. de Rhea Ripley qui dit des choses dans l'oreille, pas gentil sur son père. Et on a le personnage de Dom. Et en même temps, ça laisse une porte de sortie qu'on n'a pas pris au final. Mais ça laissait une porte de sortie pour refaire un face turn si Ouais. jamais le heel turn n'allait pas marcher. Il a ultra bien marché, ce Et heel turn-là. Chris, Mais tellement. ça permettait de se mettre, d'élever Rhea en top heel. Puis si jamais Dom en heel, ça ne fonctionnait pas, ben on le refaisait tourner, puis il revenait avec son papa, puis il s'enlevait de l'emprise de Rhea Ripley. Mhm. Un excellent booking, une excellente histoire, mais un moment dans le milieu, mettons, 2021, la meilleure année sur papier de Dominique, Ouais. mais la pire au niveau de ce qu'il nous a donné. Quelques petits matchs essayés là, mais c'est vraiment 2022 après Toute WrestleMania. cette construction-là où on met des petits Ouais, indices ici et là pour finalement, ouais, boum, faire ça. Mais exact. tout va être calculé là, pour que du jour au lendemain, il y ait une transformation si grosse dans le Écoute, moi, je personnage. pense que C'est c'est arrivé après WrestleMania, Ouais, oui, oui, cette oui. décision-là. Ouais, J'ai l'impression que Judgment Day était vraiment c'est votre dernière chance. C'était la ouais. dernière chance de tout le monde, j'ai Ah oui, l'impression. oui, oui, 100%. Puis tout le Sinon, monde c'est a ça. saisi l'occasion. Yep. Je pense que tout le monde avait des plans à long terme. C'est juste que c'est la dernière chance de ces personnages-là. Ouais. Puis si vous n'étiez pas capable de faire quelque chose avec ça, ben on va repackager tout le monde comme la WWE aime faire. Voilà. Puis on va relancer tout le monde en solo parce que c'est tous des gens Ils sont capables, qui au l'ont déjà fait en Ouais, solo. puis je pense qu'il y avait en haute estime la WWE. Je pense que le management avait en Ah, ok, haute oui, oui, estime. oui, ok. Damien Ouais, je Priest, comprends. Rhea Ripley, Dominique. Tout le monde aurait eu des nouvelles chances. Là. Mais ils ont tous été C'était champions pas comme. depuis. Fait que même si ça restait dans des storylines, puis ils ont resté dans des histoires, ils ont tous été champions par après. Fait que je pense Exact. il aurait été quand même champion éventuellement là, en solo. Exact. Mais, Oui, t'as raison. cette colle-là du Judgment Day et de cette rivalité-là, elle est très importante pour l'histoire de Dominique Mysterio. Et Ouais. ça l'a amené à ce que, justement, Ray n'a jamais été méchant à l'intérieur de sa carrière, sauf Yup. une fois quand il est rentré 30e dans Rumble où on voulait Bryan Danielson. Oui, Mais à mais part ouais. ce moment-là, il n'a jamais été méchant, vraiment, Ray. Et de faire un turn contre Mysterio, c'est quand même gage de tu ne seras pas aimé. Hey, Il y a Chris. Batista qui l'a fait. Il y a beaucoup de gens qui ont se servi de Ray Mysterio un peu comme victime pour s'en servir. Et Tu sais, c'est pas longtemps après aussi que la foule a complètement accepté ça et le gag de jamais le laisser parler, de huer. C'est arrivé pas longtemps après non plus, là. c'est arrivé de manière un peu. On va revenir dans la partie 4. Ok, parfait. C'est parfait. C'est pas automatiquement. C'est pas automatique. Ok. Pas automatique, mais oui, la graine semée de t'attaquer ton père a été faite, mais il y a de quoi quand même qui Ok. crée la haine
viscéral que les gens ont décidé de faire. Au départ, c'était viscéral. Par la suite, c'était plus le meme. J'ai décidé de ne jamais le laisser parler. Ouais. Mais au départ, écoute, je pense que c'est la surprise, mais surtout l'efficacité de ce turn-là. À quel point on est passé de beige Dominique Mysterio à dirty Ah, ben oui, Dominique ben oui, ben oui. Mysterio. Et écoute, il avait 25 ans. Fait qu'il est il est tout jeune encore. Là. Mhm. Puis là, il a trouvé son personnage. Fait que dites-nous, vous, comment vous avez aimé cette période-là. Évidemment, je vous ai essayé de vous donner les matchs plus intéressants. Il n'y a pas tant de la bonne lutte. Puis Dom est très soit protégé, soit mis en chair à canon. Fait que c'est pas le meilleur moment pour suivre la lutte de Dominique Mysterio. Mais si ça vous tente de regarder le côté High Flyer, que moi, j'ai vraiment très hâte qu'on revoie ce style de lutte-là dans le personnage, parce qu'il l'a vraiment abandonné. À partir de ce moment-là, il a abandonné tout le High Flyer parce qu'il voulait être méchant. Ouais. Fait que peut-être qu'un jour, on reverra ce côté-là. J'espère. Et tabarouette, je pense que ça va être très intéressant parce que j'ai l'impression qu'on a oublié à quel point Dom il est bon high flyer. Mhm. Et cette période-là, ça va vous montrer les bons moments d'high flying de Dominique Mysterio. Puis là, donne-y 4 ans de plus Ah oui, d'expérience. c'est ça, Quand il va exactement. le refaire, ça va être Exactement. incroyable. Fait que dites-nous, vous, qu'est-ce que vous avez aimé de cette période. Y a-t-il des matchs oubliés de vous jaser dans cette période-là? Dites-nous-le dans les commentaires. Et c'est ce qui complète cet épisode qu'on a regardé plus l'histoire de la lutte en général. Fait que petit épisode un peu spécial. Là, on va revenir lors du prochain épisode, l'épisode 86, sur la dernière semaine de lutte que vous regardez, vous écoutez présentement. On va y revenir. Et là, par la suite, on va enchaîner parce qu'il y a quelques pay-per-view qui s'enchaînent également. Oh yeah! Du côté de la WWE ainsi que du côté de la All Elite Wrestling. Fait qu'on va pouvoir vous raconter un peu tout ce qui se passe de ce côté-là, refaire les prédictions, y aller avec de quoi de plus substantiel et pas regarder dans le passé. Oh Fait yes! que, gros merci, comme toujours. Merci à toi pour tout ce beau décortiquage d'histoire de notre dieu à tous, Dominique Mysterio. J'aime bien ça. Exactement. Et il y aura une partie 4 dans Yes. un autre épisode spécial. On va y venir. Je pense que la partie la plus intéressante de l'histoire de Dom. Fait que c'était Max Perriard ainsi que Gaston Gay. pour les sommeliers de la lutte. Ciao, ciao tout le monde.